Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk est dans une autre pièce. Aujourd'hui on est dimanche 21 février 2021. Ça fait 2 fois 21. Il est déjà midi et 1 minute, ou 12 heures et 1 minute, c'est comme vous préférez. On peut dire aussi 12 heures et IM pour dire le matin. Quoique midi on est entre le matin et l'après-midi. Parce que IM ça veut dire le matin et PM l'après-midi. Bref. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler du film Juno, un film indépendant qui est très connu, ce qui est assez rare, c'est peu fréquent pour les films indépendants, avec quand même un casting avec Ellen Page, qui est maintenant connue sous le nom de Elliot Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman, Alison Janney et J.K. Simmons. Le film a eu un Oscar 2008 du meilleur scénario. Alors à l'époque, c'est un film dont j'avais beaucoup entendu parler, donc je connaissais un petit peu le speech, j'avais vu les bandes annonces, tout ça, mais je l'avais pas vu encore. Il me semble qu'il a été à un moment donné disponible sur Netflix, mais là ce n'est plus le cas, donc Zulu t'a vérifié hier. Donc finalement, je l'ai acheté parce qu'à une époque, donc j'essayais d'avoir un petit peu tous les films qui étaient autour de l'actrice Ellen Page. Alors, on ne peut plus dire maintenant actrice puisque je sais pas si on peut appeler ça un genre de coming out ou quoi. Mais Ellen Page a officiellement changé d'identité, donc il s'appelle maintenant Elliot Page. Mais voilà, donc à l'époque où elle a tourné ce film, a été crédité sous le nom de Ellen Page, donc c'est pour ça que c'est affiché comme ça. C'est pas évident d'en parler de ce sujet-là. J'ai pas d'avis bien spécifique là-dessus, donc c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut, donc il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui sont contre. Moi, je n'ai pas d'avis. Toujours est-il que j'étais quand même fan de ce qu'elle faisait, et puis à un moment donné, j'ai décidé d'acheter tous les DVD autour, donc j'ai acheté Juno sans trop savoir si le film allait me plaire ou pas. Donc finalement, le film on l'a vu 2 fois. Alors pourquoi on l'a vu 2 fois? Donc je vais vous expliquer. On l'a vu une première fois donc hier soir avec Zuglut donc dans le salon sur la télé cathodique. Donc c'était une découverte. On a bien aimé le film. Un petit film sympa, là, assez léger, mais qui traite quand même sur un sujet assez important, quoi. Mais ça, je vous en parler plus après dans quelques instants. Mais en fait, on a longuement débattu hier soir lorsque je préparais l'épisode de Parlons DVD. On était bloqué sur un sujet par rapport au film. Et finalement, il a fallu qu'on revisionne une deuxième fois le film en fait. On a revu une seconde fois le film là ce matin. Cette fois-ci, on l'a vu dans la chambre sur la PlayStation 4. Parce que la PlayStation 4, elle lit les Blu-ray, mais si elle lit les Blu-ray, elle lit aussi les DVD. Et ouais. Donc on l'a vu sur l'écran plat sur la PlayStation 4 ce matin. On l'a revu une seconde fois pour vérifier. Je sais pas pourquoi, mais à la base c'est un film pas franco, c'est un film américano-canadien avec des acteurs canadiens et des acteurs américains. Par rapport au tournage du film, alors là c'est assez mitigé. D'après internet, une partie du film aurait été tournée au Canada, mais bon après, c'était surtout au niveau de l'histoire en fait. Entre Zoulit et moi, on se demandait, donc moi je pensais que l'histoire du film se passait au Canada et elle pensait que le film se passait aux États-Unis. Il s'avère qu'elle a raison. Bien qu'il y a plusieurs passages dans le film où on pourrait penser que ça fait des allusions au Canada. Il parle de l'Alaska qui est pas très loin du Canada et des États-Unis. À un moment donné, ils font une remarque lorsqu'ils discutent sur les petites annonces par rapport aux adoptions, aux gens qui cherchent les adoptions, tout ça, et la copine de Juno, parce que Ellen Page elle joue Juno, la jeune femme de 16 ans enceinte, et sa meilleure copine lui dit à un moment donné dans une scène que les adoptions sont légales aux États-Unis. Et moi, j'avais tiqué là-dessus. Pourquoi préciser spécialement aux États-Unis? Peut-être que ça veut dire qu'ils sont pas dans le même pays. Et le fait qu'il y avait quand même pas mal de distance en voiture vers la maison d'adoption, donc j'avais imaginé qu'ils étaient peut-être à la frontière et que le film se passait à la fois au Canada et aux États-Unis. Donc bon voilà, c'était pas très clair pour moi. Donc c'est pour ça qu'on a regardé une seconde fois le film ce matin. Mais apparemment l'action se déroule quand même aux États-Unis. Enfin,
pas réellement, mais dans l'histoire du film. Après, concrètement, c'était plutôt tourné au Canada, je crois. Je vais vous lire le synopsis quand même, parce que là, vous êtes en train de vous demander de quoi parle le film. Alors, je suis désolé, mais j'ai problème de voix. J'ai beaucoup de médicaments à prendre ces temps-ci. J'ai un très très long traitement pour beaucoup de problèmes de santé. Il est possible que certains médicaments affectent ma voix et c'est pour ça que j'ai également des médicaments pour la gorge. Mais c'est pas faux, c'est pas super quoi. Alors, Juno McGuff, 16 ans, est une jeune fille qui n'a pas la langue dans sa poche et ne fait rien comme les autres. Alors que la plupart de ses copines de lycée passent leur temps sur internet ou au centre commercial, elle préfère composer des chansons, guitare à la main. Le jour où elle décide de coucher avec Blicker, elle tombe enceinte accidentellement. Ce petit bout de femme à la personnalité inébranlable décide de renoncer à l'avortement et de confier son bébé à un couple choisi par petite annonce dans le journal. Récompensée par l'Oscar du meilleur scénario, cette comédie savoureuse au ton acide et insolent réalisée par Jason Reitman. Alors Jason Reitman, on a vérifié, Zogut a fait une recherche et c'est bien le fils d'Ivan Reitman. Ivan Reitman qui est le réalisateur connu pour notamment Ghostbusters. Et donc apparemment ils sont réalisateurs de père en fils. Voilà pour la petite anecdote côté culture. Donc réalisé par Jason Reitman, offre à Ellen Page la révélation de l'année, donc citation de Paris Match, l'un des plus jolis rôles féminins du cinéma indépendant américain. Il y a des bonus, bon ça on les a pas regardés, commentaires audio du réalisateur, scènes coupées, bêtisiers, improvisations des acteurs, etc. Le film il est assez court, il dure 1h32, donc voilà, c'est une durée de film assez standard. Au niveau de l'histoire, donc en fait ça parle d'une jeune femme qui tombe enceinte alors que c'était pas du tout prévu et elle va devoir donc décider donc de ce qu'elle va faire. Donc l'histoire du film se déroule entre la période où elle découvre qu'elle est enceinte et ça se termine le film peu de temps après l'accouchement où elle reprend en fait le cours d'une vie normale. Donc ça c'est pour vous situer un petit peu l'histoire. Nous on a vu le film en VF parce qu'il y a plusieurs doublages possibles. La VF est très bonne, le jeu des acteurs est bon aussi. Le scénario est original, donc c'est un sujet qui a déjà été traité dans pas mal de téléfilms qu'on pouvait voir à la télé à l'époque, dans les petites émissions genre Un jour une histoire qui passait sur M6 ou dans les petits téléfilms de TF1 et autres sur la TNT. Il y a eu pas mal de petits films comme ça, des films qui traitaient de sujets de jeunes femmes enceintes, mais celui-ci est traité d'une façon assez originale, avec un ton un petit peu acide comme ils disent, et franchement ça passe très très bien. Je pensais pas, mais revoir le film une seconde fois, ça ne m'a pas gêné du tout, parce que des fois, certains films ils sont bien une fois, mais une seconde fois ça peut être un petit peu ennuyeux ou quoi, mais non, c'est un film assez léger qui passe plutôt bien. Donc, excusez-moi, je suis un petit peu perdu. Donc, je vais essayer de vous résumer un petit peu le film à ma façon. Donc, on a Juno qui apprend qu'elle est enceinte. C'est une jeune femme de 16 ans qui se passionne de musique, de guitare. Et qui a un petit côté provoque, un petit côté acide, une façon de parler qui peut choquer un petit peu au début. C'est vrai que c'est pas le langage habituel que l'on a dans les comédies américaines classiques. Donc ça peut paraître un peu étrange, mais on s'y fait assez vite. Et puis ce n'est pas que Juno, c'est également tout son entourage qui parle un petit peu de cette façon-là, avec des mots assez crus. Donc voilà, elle apprend qu'elle est enceinte. Et du coup elle va devoir prendre une décision en fait. Donc elle va devoir réfléchir à qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle va aller se faire avorter? Est-ce qu'elle va choisir une famille pour adopter l'enfant après la naissance? Donc elle va devoir faire face à ces choix assez difficiles. Elle va devoir également annoncer la nouvelle à son père et à sa belle-mère. Est-ce qu'elle aura le soutien de sa famille, de ses amis, de ses proches ou pas? Donc ça évidemment ça peut faire partie de ses inquiétudes. Donc j'essaie de dire un petit peu des choses sans spoiler le film parce que ça serait dommage de trop spoiler le film, de trop dire de détails.
Puis finalement, elle va devoir traverser toutes ces épreuves-là, et puis évidemment, elle va faire la connaissance d'un jeune couple qui semble parfait sous apparence. Un jeune couple qui cherche désespérément à avoir un enfant et qui ont passé une annonce. La jeune femme qui est incarnée par Jennifer Garner, elle semble vraiment prête et déterminée à avoir un enfant, donc c'est vraiment son objectif ultime. Par contre, son mari qui est joué par Jason Bateman, je sais pas si on dit Batman ou Batman. Batman, ça fait un petit peu Batman du Justicier de la nuit, mais non, ça s'écrit pas pareil, ça s'écrit comme ça. C'est un acteur que l'on voit maintenant pas mal dans les comédies. Lui, par contre, on voit quand même dans le film qui prend beaucoup de recul par rapport à cette situation-là, comme s'il n'était pas trop à l'aise ou voilà quoi. On sent qu'il y a un malaise, et le malaise va être grandissant au fur et à mesure que l'on va découvrir ce couple-là. Qui sont pas vraiment en phase l'un avec l'autre et qui a des soucis. D'ailleurs, pas Jason Badman. D'ailleurs, le personnage joué par Jason Badman va beaucoup se rapprocher de Juno et ça va être dans une ambiance un petit peu malaisante. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu malsain quand même. C'était un petit peu étrange, comme on peut dire strange, weird, bizarre. Juno, quant à elle, elle voit pas à mal parce qu'elle, son objectif, c'est de faire connaissance avec les parents, avec le père et la mère. Pour son objectif, elle voit pas forcément le second degré ou ce qui pourrait être mal vu. En fait, elle est encore toute jeune, toute innocente. Et elle pense pas forcément que derrière il pourrait y avoir des connotations ou des choses. C'est pour ça qu'à un moment donné, je sais plus si c'est sa belle-mère ou un autre personnage qui la met en garde, qui dit ça se fait pas trop comme ça de passer du temps, de fréquenter le mari de la jeune femme parce que ça pourrait être mal vu, ça pourrait être mal interprété, tout ça. Donc on essaie quand même de la mettre en garde, mais elle voit pas à mal parce qu'elle veut quand même être sûre en fait que Juno, que les parents ils seront bons pour le fils, qu'il aura une bonne place en fait, qu'il aura une famille unie et qu'ils vont l'aimer. Et lors de ces observations, elle va voir quand même en la jeune femme, donc je sais plus comment elle s'appelle, qui est jouée par Jennifer Garner, qu'elle serait vraiment la mère idéale lors d'une scène où on la voit dans le centre commercial. Donc je vous dis pas trop les détails, mais c'est une scène quand même qui marque Juno. Et malheureusement, il y a quand même un problème avec le mari. Et du coup, il va falloir que Juno quand même prenne à nouveau une décision qui sera déterminante. Et puis finalement, après que tout ça soit réglé, après l'accouchement, tout ça, après tous ces événements, donc j'essaie de ne pas trop spoiler, je suis désolé. Juno essaie de reprendre le cours d'une vie normale, elle a quand même appris beaucoup de choses. Elle a également appris à reconnaître les sentiments qu'elle avait pour son camarade avec qui elle a eu l'enfant, donc qui est joué par Michael Cera. Qui lui également va traverser plusieurs phases. Donc durant toute cette période-là, on voit les saisons passées. D'ailleurs, c'est précisé par des petits mots un petit peu crayonnés comme ça, avec printemps, été, automne, hiver. On voit que lui, il passe par plusieurs phases également. À un moment donné, il se demande s'il n'est pas rejeté par Juno. Lui, il est passionné d'athlétisme, quelque chose comme ça, je sais pas, il court beaucoup en fait, il a une tenue de sportif et son truc c'est vraiment courir. D'ailleurs, à chaque fois que ses camarades courent, donc il les rejoint. Mais on voit qu'à la fin, finalement, il a fait son choix, puisqu'on a une jolie séquence tout à la fin du film où on voit les membres de son club sportif courir et lui, il ne les rejoint pas en fait. Lui, il se pose avec Juno et puis il fait de la guitare. En fait, alors que durant tout le film, on le voit jamais parler de guitare ni rien. Lui, c'est vraiment de l'athlétisme, enfin la course. Et, tandis que Juno, sa passion, c'était la guitare. Donc en fait, on imagine qu'il a pris une décision, qu'il a fait son choix et qu'il a décidé de se mettre à la guitare, de pouvoir partager la passion de Juno par amour en fait.
Donc c'est quand même un film indépendant qui fait réfléchir. Il y a plusieurs lectures du film, en fait, plusieurs interprétations possibles. C'est pas évident d'y voir très très clair, donc c'est pour ça que c'était intéressant de le visionner une seconde fois. Donc c'est un film qui peut être intéressant à voir plusieurs fois. On voit également en fait que sous les traits d'une famille parfaite, des apparences, tout ça peuvent cacher beaucoup de conflits et que finalement également une personne toute seule pourrait être tout à fait capable de s'occuper et d'aimer un enfant. Donc il y a plein de messages différents, plein de façons d'interpréter tout ça. Le film, c'est très très intéressant dans la manière a été construit le film. En plus de ça, donc au niveau de la réalisation qui est impeccable, il y a des petites choses et qui font contraste, tout ça, c'est plutôt vraiment très très bien fait. Et voilà, donc je sais pas trop comment décrire plus le film. À noter également que la BO est juste sublime, quoi. La musique du film est vraiment géniale et ça donne envie de l'écouter, de la garder en tête. Euh, avec des petites notes de musique, tout ça, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, ils avaient repris ça pour les spots publicitaires, c'est Zulu qui m'a dit ça tout à l'heure. Voilà, pour les petites infos. Alors, hier j'avais tout préparé, j'avais ouvert des onglets sur Wikipédia, tout ça, pour vous parler des détails, mais vu que ma préparation du parlant de DVD était partie complètement en vrille hier soir, je sais pas si j'ai encore tout ça, alors je vais vérifier ça dans une seconde. C'est voilà, j'ai regardé à nouveau le film là ce matin et puis j'ai ouvert l'ordinateur et j'ai pas vérifié, mais si je crois que j'ai encore mes notes. Alors j'ai ici un onglet sur Wikipédia. Faut attendre qu'il charge du coup que la page se recharge. Alors. Juno est un film américain de Jason Reitman sur un scénario de Diablo Cody sorti en 2007. Donc sur Wikipédia ils mettent Elliot Page, il incarne le personnage principal. Alors c'est une faute je pense. Après bon c'est logique que suite au coming out d'Ellen Page, c'est logique que les gens aient décidé de renommer partout et de mettre Elliot Page à la place. Sauf que Pour moi, c'est pas un coming out, c'est un changement d'identité. Hein. Oui, mais c'est une forme de coming out, puisque ça, c'est un changement d'identité, mais qui a été médiatisé de façon à faire un petit peu comme ça. C'est pour ça que c'est le mot qui ressemble le plus. Parce qu'il n'y a pas de terme. Elle l'avait jamais caché. Hein. Oui, oui. Bah, c'est une évolution en fait. Mais bref, suite au changement d'identité d'Ellen Page, c'est logique que les gens aient décidé de renommer partout en Elliot Page. Sauf que le truc, c'est que au moment où le film a été fait, elle s'appelait Ellen Page. Donc, pour moi, si on voulait être vraiment méticuleux, en fait, vraiment faire les choses carrées, procédurier, voilà, c'est le mot que je cherchais. À ce moment-là, on devrait créditer sur les sites comme Wikipédia et autres, sur les sites encyclopédiques, on devrait créditer Ellen Page sous le titre des films qu'elle a fait sous le nom d'Ellen Page et Elliot Page sous les films ou les séries qu'elle a tournées après le changement d'identité. Ouais, mais je peux intervenir? Oui, oui. Wikipédia, les fiches, ils sont, comment je vais dire? J'allais le dire, hein, ça. Ils sont édités par. Il suffit qu'ils ont changé le nom Hein dans la fiche Wikipédia. En automatique? Que dans tout ce qui est répertorié. Il y a une macro, c'est ça que tu me dis? Hein? Il y a une macro qui automatise? C'est un automatisme à mon avis, c'est parce que dans la fiche Wikipédia d'Ellen Page, ils l'ont changé en Elliot Page. Et du coup, ça fait. Qui était lié. Ah, c'est possible, je pensais que c'était. Quand tu cliques dessus, ça revient à la fiche Ouais, Wikipédia. je pensais que ça avait été fait manuellement. Non, je pense que c'est le premier, bon. La fiche à elle qui a été. À lui qui a été changé. Bah, du coup, tout se repère, ça fait effet domino, tout se repère. Du coup, le système est mal conçu en fait. Ouais, il aurait fallu changer à la main et ne plus mettre de lien sur sa fiche Wikipédia. Ouais, c'est un défaut de la conception du coup interne de Wikipédia. Ouais. Puisque Wikipédia, je le rappelle, ce que je voulais dire, c'est qu'il peut être édité par n'importe qui. Il suffit de se créer un compte sur Wikipédia, n'importe qui peut éditer. Bon,
En théorie. En pratique, j'ai essayé une fois de faire une fiche sur Wikipédia et c'est la merde, c'est trop compliqué. Donc je vous le déconseille si vous y connaissez pas dedans. Mais voilà, donc après, vraiment, quand on est procédurieux de faire des choses carrées, quand on est passionné de cinéma, de films, tout ça, au niveau des noms des acteurs, on aime bien que ce soit les noms des acteurs au bon moment, parce que des fois, par exemple, quand une personne se marie, qu'elle change de nom de famille, souvent on met le nom de famille que la personne avait au moment où le film est sorti. Donc pourquoi la chose serait différente dans le cas d'Ellen Page et Elliot Page? C'est ça qui est assez étrange. Après, moi, j'ai rien contre ni pour, j'ai pas d'avis. C'est ça, pour moi, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut, donc c'est très bien qu'elle ait pris, qu'elle ait fait ses choix. Après, ça ne me concerne pas du tout, mais c'est juste que en tant que passionné de cinéma, je trouve assez étrange quand même que les anciennes pages d'Ellen Page soient sous le nom d'Ellen Page, alors que sous le titre du film, c'est marqué Ellen Page. Bon, après, c'est ce qui me paraît un petit peu étrange, mais bon, comme le dit Zouglut, il y a peut-être une macro ou un programme qui fait que ce soit automatisé et que le fait qu'il ait changé une fois Elliot Page par Ellen Page, enfin, Ellen Page, par, que ça s'est fait partout. Donc bon, ça c'est ça, après on s'y connaît rien à Wikipédia, donc c'est comme ça, c'est comme ça. Bref, donc pour revenir à la fiche du film, ils nous disent donc Elliot Page, il incarne le personnage principal, Juno MacGuff, une adolescente à l'esprit libre confrontée à une grossesse imprévue. Il est accompagné par les acteurs Michael Cera. Donc Michael Cera qui est il précise pas sur la fiche Wikipédia, donc oui, mais après on va pas refaire le débat, mais là j'étais aux acteurs, puis j'ai pas de voix, donc s'il te plaît Zoglut, c'est déjà pas facile pour moi là de parler. Donc par les acteurs de Michael Cera qui a fait beaucoup de comédies, mais qui est surtout connu par Scott Pilgrim. Bah oui. Un super film génial, donc j'attendais que Zoglut le dise, mais d'ailleurs, ils ressortent le jeu sur PS4. Le jeu était sorti à l'époque sur PS3, c'était peut-être une exclue des maths PS3, je sais plus, j'en ai entendu un petit peu parler, mais vu que j'avais pas la console. Est-ce qu'il était sorti sur 360, je sais pas, c'était un jeu qui était un démat et qui avait été supprimé des stores. Il va ressortir prochainement sur PS4 et autres plateformes. Je l'ai déjà précommandé en version physique, le jeu Scott Pilgrim, et il paraît qu'il déchire bien. Donc je l'avais précommandé sur... quoi ça s'appelle ? Le site américain qui fait des versions physiques, Limited Run. Voilà. Donc je l'aurai dans quelques mois et je pourrai faire des vidéos sur ce jeu-là, je vous montrerai. Bref, alors il y a Michael Cera, Olivier Serby, J.K. Simon, Alison Janney, Jennifer Garner qui est connue pour plein de rôles, pas uniquement Electra, mais également l'héroïne de Alias, la série, et plein de films. Ouais, 30 ans sinon rien, plein de trucs. Et Jason Bateman aussi, qui a joué dans beaucoup de comédies. Le film a remporté l'Oscar du meilleur scénario original. Il était également nommé pour ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice, la bande-annonce originale du film, regroupant plusieurs morceaux joués par Kimia Dawson et la première à avoir dépassé Dreamgirls avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Le film a récupéré en 20 jours son budget de base, 6,5 millions de dollars, et il a récolté finalement plus de 35 fois sa somme de départ, avec un total de 231 millions de dollars, ce qui en fait le film ayant produit le bénéfice le plus important relativement à son budget de départ chez Fox Searchlight Pictures. Juno a reçu des critiques majoritairement bonnes et nombreux critiques de cinéma placent le film dans le top 10 des meilleurs films de 2007. Le film a suscité des critiques et des éloges contradictoires de la part des mouvements pro-vie et pro-choix concernant la manière d'aborder l'avortement. Bon, après il y a le synopsis qui risque de spoiler beaucoup, donc on va pas le lire. Le film est sorti donc le 1er septembre 2007 aux États-Unis dans le festival film Telluride, également en sortie limitée le 5 décembre 2007 et puis en sortie nationale finalement le 25 décembre 2007. Au Canada, le film est sorti le 8 septembre 2007 à Toronto International Film Festival, puis au 25 décembre 2007 en sortie nationale. En France, Belgique et Suisse romande, le film est sorti le 6 février 2008. Casting, donc là il marque Elliot Page. Il précise par contre entre parenthèses crédité Ellen Page, c'est précisé.
Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman, Alison Janney, J.K. Simmons, Olivia Serby, Elaine Ped, Candy Sakola, Rainn Wilson, Daniel Clark, Darla Van Den Bosch, Aman Johan, Valérie Tian, Emily Perkins, Karen De Silva, Stephen Christopher Parker, Sierra Pitkin, Luca McFadden, Eve Harlow, Kirsten Williamson, Emily Tennant, Ashley Williams, Jeff Witzke, Colin McSween, Peggy Logan, Cameron Bright, Joy Galmut, Wendy Roussel, Robin Ross et puis plein d'autres acteurs. Après, il y a beaucoup de paragraphes à lire, donc c'est certainement très intéressant. Il parle de la genèse, de la distribution du film, et il précise, ah oui, comme il avait beaucoup aimé le travail d'Elliot Page, alors Ellen Page pré-transition, donc il précise dans Hard Candy. Oui, elle avait fait quelques films avant Juno, mais c'était des films qui ne sont pas trop sortis en dehors du Canada, ou peut-être un petit peu aux États-Unis. D'ailleurs, les films avant Hard Candy sont introuvables en DVD en France, en tout cas en zone France zone 2, VF. J'ai fait des recherches, mais voilà, le film le plus ancien d'Ellen Page que j'ai pu trouver en DVD, c'était Hard Candy. Hard Candy, un thriller assez sympa, assez space, mais assez sympa à regarder. J'avais parlé dans un épisode de Parlons DVD. Elle avait fait aussi un film par contre assez malaisant un petit peu après. J'ai un trou de mémoire sur le nom. Donc il dit donc Redman le choisit pour le rôle principal. Ouais, on sait pas trop si on doit dire le ou la. Donc là c'est marqué le. Oui, mais à l'époque c'était une fille, donc là on parle au passé, mais là il parle au passé en disant le. Donc au niveau de la conjugaison, c'est compliqué de savoir que dans. Oui, non, mais moi, dans le moment où on doit lire, au moment où on doit lire la conjugaison, c'est compliqué de savoir si on doit dire le ou la. Donc, pour le rôle principal, déclarant qu'il fut le scénario à la première fois, c'est Page qui visualisa pour le rôle de Juno. Il alla le voir sur le plateau du film qui tournait à l'époque et lui offrit le rôle. Il donna aussi le scénario à J.K. Simmons, etc. Bon. Après, ça parle du tournage, de la musique. Le film inclut plusieurs chansons de Kimya Dawson, Hansi Pants et des Moldy Pitch, grâce à Page qui les suggéra à Jason Redman. Donc c'est Page qui avait choisi les musiques, et les musiques sont vraiment de bon goût, que je conseille. Bon, après ça parle beaucoup, il y a beaucoup de choses sur la musique, sur le design, sur le générique d'introduction, tout ça. Ouais, ça fait un petit peu style dessin animé, tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Après ça parle de la sortie au cinéma. La première a eu lieu le 8 septembre 2007 à Toronto. Voilà, après plein de trucs à lire, donc je vais pas tout lire, ça va être trop long sinon. Marketing, à un moment donné, il montre là une photo du téléphone hamburger qui est utilisé dans le film. Téléphone hamburger qui est assez kitsch et qui reprend un petit peu les téléphones autrefois. C'était revenu à la mode il y a une quinzaine d'années. Quand j'habitais en région parisienne, on en trouvait partout dans les magasins style Fnac ou dans les anciens magasins comme qui aurait pu y avoir So, mais So n'existe plus. Mais c'était pas mal ça comme chaîne de magasins. Marketing lise, après la sortie de Juno, la Fox Searchline envoie les téléphones en forme de hamburger aux journalistes critiques pour les inciter à faire la critique du film. Ça se trouve, c'était suite à ce film-là, en fait, que les téléphones hamburger étaient vendus en France, en fait. Bien que les téléphones étaient à l'origine distribués à un petit nombre aux spectateurs assistant aux événements promotionnels, les sociétés non affichées, la Fox Searchline commençait à vendre des téléphones sur eBay et d'autres magasins en ligne. Le mois suivant la sortie du film, les ventes de téléphones augmentèrent de... Ouais, après, les ventes ont augmenté du téléphone de 759%, ce qui est énorme. A noter que la scénariste Diablo Cody confie posséder ce genre de téléphone elle-même. J'ai failli l'acheter ce téléphone hamburger. D'ailleurs, je me demande si je l'avais pas acheté quand j'habitais dans le 93. Mais j'ai perdu quasiment toutes les affaires que j'avais dans le 93. Mais il me semble si je l'ai pas acheté, peut-être, je sais plus. DVD Blu-ray. Le film est sorti le 15 avril 2008 en DVD en Blu-ray, disponible à l'édition simple. L'édition collector inclut le même contenu.
plus 4 documentaires exclusifs. Le Blu-ray contient en plus de tous ces bonus 2 documentaires exclusifs. Donc voilà, il y a au moins 3 versions, un DVD simple, un DVD collector et un Blu-ray. Le Blu-ray a un peu plus de contenu. Après ça parle des thématiques abordées, avortement, féminisme, les bandes originales, distinctions, récompenses. La fiche Wikipédia est très très longue et très complète si vous voulez en savoir plus. Par contre, ça risque de vous spoiler un petit peu. Après, ça parle de l'accueil critique qui est plutôt vraiment très très bon. Par exemple, là sur Rotten Tomatoes, il parle quand même de 93%, ce qui est vraiment énorme et très rare. Metacritic, oui, ils ont mis 80 sur 100, ce qui est vraiment excellent aussi. L'effet Junot. En 2008, après que 17 lycéennes de moins de 16 ans tombèrent enceintes, le Time donna le nom de l'effet Junot. Le Time déclara que certains adultes niaient les statistiques qui, pour eux, sont un accident de courbe, tandis que d'autres accusent les films comme Juno ou Un clock en mode emploi de rendre la grossesse et l'adolescence glamour. En clock mode d'emploi, c'est pas une ado dedans. Non, et on l'a vu le film en clock mode emploi, d'ailleurs on en a parlé dans un épisode parlant DVD, il me semble, avec Zouglut, et il était pas terrible ce film. J'étais déçu par le film. Le point commun, c'est qu'il y a Michael Cera, il joue dans les 2 films, je crois. Ouais, Il joue aussi dans un clock mode emploi, si je ne me trompe pas. pas sûr. C'est dans la bande de petits jeunes, à un moment donné, qui fument et on les voit 2-3 fois, qui glandent, qui font rien. Dis quoi? Ah, c'est possible. Je vais vérifier. Allez, je clique aussi en clock mode d'emploi. Il y a le lien. Distribution. Ah, il y a Seth Rogen, Paul Rudd, Jonah Hill. Ah, j'ai peut-être confondu avec Jonah Hill. Parce que c'est la même bande où il joue souvent. Ouais, ouais, il joue souvent avec cette bande de personnes, mais non, non, il est pas dedans, apparemment. Il me semblait bien. Hein. Ouais, je l'ai confondu. Parce que hier, j'avais déjà regardé sa filmographie, j'avais pas. Ouais. Ça m'avait pas fait tilter. Après, toujours sur l'effet Juno, ils disent en septembre 2008, John McCain, candidat républicain, désigna Sarah Palin comme colistière au poste de vice-présidente. Machin révéla alors que la fille de Palin, âgée de 17 ans, était enceinte à la suite d'une liaison hors mariage avec un adolescent. Certains commentateurs comparèrent Bristol à Juno. Jason Bateman défendit le film. Il dit que malheureusement, on a des exemples comme ceux-ci où des types tuent des gens à cause des paroles de chansons rock. Si on commence à rendre responsables les films et les chansons pour de bonnes ou mauvaises actions, il est clair que ce ne sont pas les meilleures références pour influencer nos vies. Je pense que les gens devraient chercher leçons et guides vers leurs parents, leurs professeurs, leurs amis. Voilà, on s'arrête là pour Wikipédia, ce qui est déjà très 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 complet. Pour le DVD, donc c'est un DVD acheté à cash à 99 centimes, je crois. Un DVD très très courant puisqu'il s'est beaucoup vendu en France, on peut le trouver facilement partout. Même s'il date un peu, il doit être certainement trouvable encore dans les grandes surfaces. Il y a de temps en temps des promos Carrefour, Cora, des DVD à 4,99 €. Il doit être trouvable dans ces prix-là. Donc même maintenant, il est trouvable facile dans les 5 € neuf. Après sur internet, si vous allez sur des sites comme Amazon, Amazon le vend encore, mais là ils le vendent à 6,61 €. Alors pour un DVD courant, je trouve que c'est quand même un petit peu cher. Bon après, si vous allez sur des revendeurs, des particuliers, il y a moyen de l'avoir moins cher. J'ai pas regardé, mais il y a plein d'autres sites internet, style eBay, Le Bon Coin, Vinted, Fnac. Qu'est-ce que j'ai pas cité comme site, Rakuten, etc. Donc il y a moyen de l'avoir peut-être moins cher. Donc ça c'est les prix internet. Il y a moyen de le trouver assez facilement à cash. Moi quand je l'ai pris, il y en avait au moins 3-4 exemplaires. C'est pas le DVD le plus commun à cash, mais c'est un des DVD les plus faciles à trouver à cash, pas cher, donc vous pouvez le trouver d'occasion assez facilement pour 1 €. Même en brocante, si vous faites les brocantes, bon c'est vrai qu'avec le Covid c'est pas terrible de faire les brocantes, mais bon si vous faites des brocantes, vous devriez pouvoir trouver assez facilement le DVD pour 1 € aussi. Voilà, ça c'est à peu près les prix. C'est un film assez courant et plutôt assez léger, un petit peu acide et avec pas mal de répliques, tout ça. Enfin, un film assez intéressant à regarder. Voilà, voilà. Autre chose à rajouter? Allez, à très bientôt. Au revoir.